Le 10 juin 1793, en pleine terreur révolutionnaire, la Convention nationale adopte un décret qui transforme radicalement le paysage scientifique français. Le Jardin royal des plantes médicinales, institution monarchique fondée en 1635 par Louis XIII, devient le Muséum national d'histoire naturelle. Cette transformation ne relève pas du simple changement d'appellation. Elle incarne l'un des projets les plus ambitieux de la Révolution française, celui de démocratiser le savoir et de l'affranchir définitivement de l'emprise religieuse. Cette création s'inscrit dans un contexte politique et intellectuel particulièrement révolutionnaire. L'année 1793 marque l'apogée de la radicalisation révolutionnaire avec la mise en place du gouvernement de la Terreur, mais aussi celui des grandes réformes culturelles et scientifiques. La déchristianisation bat son plein, le calendrier républicain remplace le calendrier grégorien, et la République entend refonder la société sur des bases rationnelles et scientifiques. Pour comprendre la portée révolutionnaire de 1793, il faut revenir aux origines de l'institution. Le Jardin royal des plantes médicinales, créé en 1635 sous Louis XIII et développé par Louis XIV, répondait initialement aux besoins de la médecine royale. Guy de la Brosse, médecin du roi, avait conçu ce lieu comme un centre de recherche botanique destiné à former les futurs médecins et apothicaires du royaume. L'institution était alors étroitement liée à la monarchie et fonctionnait selon les codes de l'Ancien Régime. Sous l'administration de Georges-Louis Leclerc de Buffon, le Jardin royal avait déjà connu une première transformation majeure. Le naturaliste de génie et auteur de la monumentale Histoire naturelle avait alors élargi considérablement les collections et ouvert l'institution à un public plus large. Il avait également encouragé les expéditions scientifiques et fait du jardin un centre de rayonnement international. Cependant, l'institution demeurait fondamentalement monarchique dans sa structure et son fonctionnement. La transformation de 1793 constitue une rupture radicale avec cette tradition. Le décret du 10 juin, porté par l'abbé Grégoire et soutenu par la Convention, ne se contente pas de changer le nom de l'institution. Il redéfinit complètement sa mission, sa structure et son rapport au public. Le muséum devient alors une institution républicaine, financée par l'État et ouverte à tous les citoyens sans distinction. Cette transformation s'accompagne d'une réorganisation complète du personnel. Les anciennes charges, souvent héréditaires ou vénales, sont supprimées au profit d'un système méritocratique. Les professeurs sont désormais élus par leurs pairs et doivent justifier de leurs compétences scientifiques. Cette démocratisation de l'institution scientifique constitue l'une des innovations les plus remarquables de la période révolutionnaire. La création du muséum s'inscrit dans le vaste mouvement de déchristianisation qui caractérise l'année 1793. La Convention, dominée par les montagnards, entend arracher définitivement le savoir à l'emprise de l'Église catholique. Cette offensive anticléricale ne se limite pas à la fermeture des églises ou à la suppression des ordres religieux. Elle vise à substituer à l'explication religieuse du monde une compréhension rationnelle et scientifique. Le muséum devient ainsi l'un des instruments privilégiés de cette révolution intellectuelle. En exposant la diversité du monde vivant et en encourageant l'observation empirique de la nature, l'institution participe à la remise en cause des dogmes religieux. La présentation des fossiles, par exemple, pose implicitement la question de l'âge de la Terre et de la stabilité des espèces, remettant en question le récit biblique de la création. Au-delà de la dimension anticléricale, le muséum incarne un projet éducatif républicain.
L'institution se veut un lieu d'éducation populaire où le citoyen peut acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ses droits et devoirs civiques. Cette dimension pédagogique s'exprime notamment dans l'organisation de cours publics gratuits, innovation remarquable pour l'époque. Les révolutionnaires considèrent en effet que l'ignorance est l'ennemi de la liberté. En rendant le savoir accessible à tous, le muséum contribue à l'émancipation intellectuelle du peuple français. Cette mission éducative s'étend bien au-delà des sciences naturelles. Elle vise à former des citoyens éclairés, capables de participer activement à la vie démocratique. La transformation du Jardin royal en muséum s'accompagne du recrutement d'un corps professoral d'exception, composé de savants acquis aux idées républicaines. Ces hommes de science, pour la plupart déistes ou matérialistes, partagent la conviction que la connaissance scientifique peut et doit se passer de la religion. Parmi les figures les plus marquantes, on trouve Antoine-Laurent de Jussieu, botaniste de renommée internationale, qui développe une nouvelle classification des végétaux fondée sur l'observation de leur caractère naturel plutôt que sur des considérations théologiques. Jean-Baptiste Lamarck, nommé professeur de zoologie des animaux invertébrés, élabore dès cette époque les prémices de sa théorie transformiste qui révolutionnera la compréhension du vivant. Le muséum devient rapidement un foyer de pensée scientifique innovante. L'institution encourage les recherches qui remettent en question les conceptions traditionnelles de la nature. Les débats qui s'y déroulent préfigurent les grandes révolutions scientifiques du XIXe siècle. Il développe ainsi sa théorie de la transformation des espèces, selon laquelle les êtres vivants se modifient au cours du temps, sous l'influence de leur environnement. Cette théorie, qui anticipe de plusieurs décennies les travaux de Darwin, s'oppose frontalement à la vision fixiste défendue par l'Église catholique. Lamarck affirme que la nature ne s'est pas fait de sot, remettant en cause l'idée d'une création divine instantanée. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, de son côté, développe sa théorie de l'unité de composition, selon laquelle tous les êtres vivants sont construits sur un plan d'organisation commun. Cette conception unitaire de la nature s'oppose à la vision anthropocentrique chrétienne qui place l'homme au sommet de la création. Sous l'égide républicaine, le muséum connaît un développement considérable de ses collections. Les confiscations révolutionnaires, notamment celles effectuées dans les biens du clergé et de la noblesse émigrée, permettent d'enrichir considérablement les fonds. De nombreuses collections privées, jusqu'alors inaccessibles au public, intègrent les collections nationales. L'institution encourage également les expéditions scientifiques, de véritables missions de reconnaissance du monde naturel. Ces voyages d'exploration, menés par des naturalistes formés au muséum, contribuent à enrichir les connaissances sur la diversité du vivant. Ils participent aussi à l'expansion de l'influence française dans le domaine scientifique international. Le muséum innove également dans la présentation des connaissances scientifiques. L'institution abandonne les classifications traditionnelles, souvent influencées par des considérations théologiques, au profit de systèmes fondés sur l'observation rigoureuse des caractères naturels. Cette révolution classificatoire accompagne et nourrit l'émergence de nouvelles théories scientifiques. L'organisation même des collections reflète cette nouvelle approche. Les spécimens ne sont plus présentés comme des curiosités ou des merveilles de la création divine, mais comme des objets d'étude scientifiques. Cette transformation muséographique participe à l'éducation du public et à la diffusion d'une nouvelle conception de la nature. La création du muséum et son orientation résolument laïque suscitent de vives résistances. Les milieux conservateurs, notamment les défenseurs de l'Ancien Régime et une partie du clergé, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une attaque contre la religion et l'ordre social traditionnel. Ces oppositions se cristallisent autour de certaines théories scientifiques développées au muséum. Les idées transformistes de Lamarck en particulier sont violemment attaquées par les partisans de l'immutabilité des espèces. Ces débats dépassent le cadre strictement scientifique pour revêtir une dimension politique et idéologique. Le muséum n'échappe pas aux tensions qui traversent la société française de l'époque. Les savants qui y travaillent ne partagent pas tous les mêmes convictions politiques et religieuses. Georges Cuvier, qui rejoint l'institution sous le Directoire, incarne une tendance plus modérée, attachée à la réconciliation entre science et religion.
Ces divergences donnent lieu à des controverses scientifiques passionnées, notamment entre les partisans du fixisme, menés par Cuvier, et ceux du transformisme, autour de Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire. Ces débats, qui marquent profondément l'histoire des sciences naturelles, témoignent de la vitalité intellectuelle de l'institution. L'impact du muséum sur le développement des sciences naturelles se mesure à long terme. L'institution forme plusieurs générations de naturalistes qui diffusent dans toute l'Europe et au-delà les méthodes et les théories élaborées à Paris. Cette influence se prolonge tout au long du XIXe siècle et contribue à faire de la France l'un des centres majeurs de la recherche en sciences naturelles. Les théories développées au muséum, notamment celle de Lamarck sur la transformation des espèces, préparent les révolutions scientifiques ultérieures. Les travaux de Darwin en particulier puisent largement dans l'héritage intellectuel du muséum révolutionnaire. Le muséum français inspire la création d'institutions similaires dans toute l'Europe. Le modèle de l'institution scientifique républicaine, ouverte au public et affranchie de la tutelle religieuse, se diffuse progressivement dans les pays gagnés aux idées des Lumières. Cette influence s'exerce notamment en Allemagne, où Alexander von Humboldt, formé en partie au muséum, développe sa conception de la géographie botanique. Elle se manifeste aussi en Grande-Bretagne, où le British Museum et les institutions scientifiques londoniennes s'inspirent partiellement du modèle français. Le Muséum national d'histoire naturelle, créé en 1793, constitue bien plus qu'une simple institution scientifique. Il incarne l'un des projets les plus ambitieux de la Révolution française, la démocratisation du savoir et son affranchissement de l'emprise religieuse. Cette création s'inscrit dans un mouvement plus large de laïcisation de la société française, dont elle constitue l'un des instruments les plus efficaces. L'institution révolutionnaire innove à la fois dans ses méthodes scientifiques, dans son organisation démocratique et dans sa mission éducative. Elle préfigure les grandes transformations qui marqueront les sciences naturelles au XIXe siècle et contribue à faire émerger une nouvelle conception de la nature, affranchie des dogmes religieux. Le muséum de 1793 apparaît ainsi comme un véritable laboratoire de la modernité. Il expérimente de nouvelles formes d'organisation scientifique, encourage l'émergence de théories révolutionnaires et participe à l'éducation du citoyen républicain. Cette triple dimension, scientifique, politique et éducative, fait de l'institution l'un des héritages les plus durables de la Révolution française. Aujourd'hui encore, le Muséum national d'histoire naturelle perpétue cette tradition révolutionnaire. Il demeure un lieu de recherche scientifique de premier plan, un centre d'éducation populaire et un symbole de la laïcité française. En cela, il témoigne de la pertinence et de la modernité du projet révolutionnaire de 1793 qui fit de la science un instrument d'émancipation et de progrès social.